Bienvenue sur Ciné Sensei. Voici enfin le spécial hors série sur le Global James Bond Days. Donc du coup, on est à la veille de la sortie du dernier volet des aventures de James Bond avec, pour la dernière fois, l'acteur Daniel Craig en James Bond. Donc on va revenir sur l'œuvre de Tolkien, n'importe quoi. L'œuvre de Ian Fleming, on va revenir sur les films, on va revenir sur les auteurs, les différents acteurs qui ont interprété James Bond, les dernières news, surtout les James Bond Girls, bien sûr, les gadgets, les voitures, et bien sûr, les villains. Alors, accroche bien tes ceintures, accroche bien ta ceinture, et être passionné, c'est être fan. Donc, c'est parti. Lance le générique, James. Mon nom est Sensei. Ciné Sensei. The name's Bond. James Bond. Name? Bond. James Bond. Past, isn't it? Donc James Bond est connu sous le nom 007, de fiction qui a été créé en 1953 par l'écrivain espion britannique Ian Fleming dans le roman Casino Royale, qui est à la suite de sa rencontre avec Dusan Popov. Dès 1953 et jusqu'à sa mort en 1964, Ian Fleming écrit 12 romans, et dont un qui paraîtra après sa mort, et 9 nouvelles qui regroupent 2 recueils, second et post-mortum, ok. Et du coup, faisant intervenir le personnage James Bond après sa mort, Ian Fleming et les aventures de Bond ont été successivement écrites par différents auteurs à sa mort, du coup. Donc, ce qu'on peut ajouter sur l'auteur Ian Fleming, c'est que en février 1952, commence l'écriture de son premier livre sur James Bond, qui s'appellera par la suite Casino Royale. À cette époque, il est responsable à l'étranger des journaux du groupe Kemsley, propriétaire du Daily Express à Londres, et par la suite, Fleming demandera 2 mois de vacances annuelles dans son contrat, le temps pour lui d'écrire ses romans en Jamaïque, et dès 1953 jusqu'à sa mort en 1964, il publie 11 romans et un recueil de nouvelles. Le 12e et dernier roman de Fleming s'appelle L'homme au pistolet d'or, est inachevé. Gilded Rose Publication demande à l'écrivain Kingsley Amis, qui rédige plusieurs études sur James Bond, son avis et ses conseils à propos de l'histoire, mais ses suggestions qui n'ont pas été utilisées par la suite. Le roman est publié à titre posthume en 1965. L'année suivante, le recueil de nouvelles de Merveilleux de la Jamaïque est également publié à titre post-mortem. Et du coup, après, Gildead Rose envisage l'idée de demander à d'autres auteurs de continuer les aventures de James Bond en roman et se tourne vers Geoffrey Jenkins après une longue négociation. Jenkins a officiellement eu la permission d'écrire le livre le 12 mai 1966. Et un contrat fut établi le 24 août 1966 qui déclare que Jenkins aurait eu droit à une part des profits dans un film réalisé à partir du roman. Le roman dont le titre est Perfin Uns, et du coup fut achevé en 1966. Gildead Rose, cependant, rejette le manuscrit que Jenkins l'avait soumis et le roman ne fut jamais publié. Donc, malgré les réticences de la femme de Fleming, Gildead Rose décide d'autoriser Amis à poursuivre les aventures de l'agent secret en 1968. Alors, le premier James Bond non écrit par Fleming, Colonel Sun, les ventes ne connaissent pas le succès des livres. Et du coup, des livres originaux, une autre tentative avait été faite en 1967 avec un roman mettant
en scène le neveu de James Bond qui est destiné aux enfants. Les aventures de James Bond Jr. D'ailleurs, il y a eu un dessin animé en 90 ou 92, les aventures de James Bond Jr. Toujours en guerre de succès, James Bond The Authorist Biography of 007, une biographie de James Bond dans laquelle le personnage fictif discute de sa vie et son passé avec l'auteur John Pearson, est publié en 1973. Donc les films L'espion qui m'aimait et Moonraker étant très différents des romans éponymes de Fleming, et en production autorise Christopher Wood à écrire 2 novélisations. L'espion qui m'aimait James Bond 007 et le Moonraker furent respectivement publiés en 1977 et 1979. En gros, ça veut dire que, bah, du coup, le mec, là, Ian Fleming, il a fait 12 bouquins, enfin, presque 11, et du coup, le dernier, il a pas pu le terminer, parce qu'il est clams, le pauvre, et du coup, après, en fait, la meuf de Ian Fleming a dispatché, en fait, à des auteurs qu'elle aimait bien pour, tout simplement, faire des films, hein, tout simplement, et des bouquins, et apparemment, ça n'a pas fonctionné correctement. C'est pour ça qu'il y a des divergences avec plusieurs films, comme L'espion qui m'aimait, et Moonraker, tout simplement parce que bah, justement il ne colle pas du tout au bouquin. Voilà tout ce qu'on a dit. Donc dans les films de l'époque, James Bond est devenu un agent 00, n'a jamais été explicitement situé jusqu'à Casino Royale en 2006. Où sa mise en service s'est éclairée, bien que ses références dans James Bond contre Dr. No laissent suggérer que l'année 52, selon Fleming, après avoir joint le RN VCR, Bond aurait voyagé en Amérique et à Hong Kong et en Jamaïque. C'est à ce moment-là qu'il aurait rejoint une organisation comme le SOU et le branche 00 de Secret Intelligence Service, et le MI6, où serait devenu commandant dans le 30e assaut Unity. Donc Bond a gagné ses galons dans la section 000 en accomplissant 2 missions décrites dans Casino Royale. La première en l'assassinant d'un espion japonais au 36e étage du RCA Building et du Rockefeller Center à New York. La seconde assassinat est un agent double norvégien qui avait trahi 2 agents britanniques. D'ailleurs, on en entend parler dans Casino Royale, d'ailleurs, si vous vous rappelez bien, qu'il a poignardé dans son lit à Stockholm, et son matricule est toujours 007, sauf que dans le roman, on ne vit que 2 fois, où il devient temporairement le 7. Donc en gros, voilà, pour devenir un agent 00, James Bond a fait ses classes, tout simplement. Je crois qu'il a été recruté à l'âge de 17 ans par un mec qui s'appelle Madbox ou Maddox. Du coup, après, il a rejoint ce qu'on appelle la Navy Seal, mais aux États-Unis, en Angleterre, ça s'appelle la Royal Navy. De 17 ans jusqu'à, allez, on va dire à peu près 34, je crois, ou 35. Il fait ses galons dans le Royal Navy, et après, par la suite, une fois qu'il a voyagé, fait pas mal de missions, il est recruté par le MI6 pour devenir l'agent 007. Enfin, 007. Et du coup, on apprend que c'est là qu'il vient, en fait, sa culture, ses différentes langues, enfin bref, son physique, voilà quoi. Donc il est passé par la Royal Navy de 17 à 35. Et donc ça a duré quand même 17 piges. Et après, il est devenu Monsieur 007. Donc, quand James Bond n'est pas en mission, il a son petit appart à Chelsea Square, près du King's Road, et le quartier de Chelsea à Londres. Son appartement est entretenu par une vieille gouvernante écossaise nommée May Maxwell, loyale et maternelle selon la jeunesse de James Bond. May travaille auparavant auprès de... Je regarde mes feuilles, désolé, hein, j'ai pas le choix. Pour pas dire de la merde, auprès de la tante de James Bond, hier, ce dernier n'a presque jamais amené de femme chez lui, cela n'arrive qu'une fois dans les romans, entre les diamants sont éternels et Bon baiser de Russie, lorsqu'il vit temporairement avec Tiffany Case, ainsi qu'une fois dans les films où dans Vivre ou laisser mourir, avec Miss Moneypenny, viennent voir Bond dans son appartement, ce qui l'oblige à cacher sa conquête du moment dans sa penderie. Selon les livres de Pearson, est une allusion dans Bon baiser de Russie. Tiffany s'est souvent disputée avec Mace et finalement partie dans son appart. Bond possède 2 téléphones, un pour les appels personnels et un téléphone rouge de ligne directe avec les services secrets dont il sonne toujours au moment les plus inopportuns.
Et ouais, on va parler maintenant des conquêtes de James Bond, parce que forcément il est connu pour être un sacré coureur de jupons, mais pas que. Alors, Bond connaît de nombreuses conquêtes féminines, mais il ne s'agit pour la quasi-totalité que des amourettes ou des aventures d'une nuit. Il ne s'agit que des fameuses James Bond Girls. Il entame une relation avec elles quasiment tout le temps, qu'il a rencontré bien sûr, et qu'il abandonne dès qu'elles deviennent un problème. Ouais, parce que forcément, quand la meuf elle commence à se casser les couilles, t'as envie de la tège, hein. Enfin, excusez-moi du terme. Du coup, si son sexisme repousse certaines femmes au premier abord, il finit toujours par, tout de même, par leur faire de l'effet comme Holly God Hills dans Moonraker ou Wendy dans Demain ne meurt jamais. Dans les films les plus récents, ont une attitude envers les femmes plus douce. Ils respectent à nouveau M, qui est une femme. Quelques femmes comme Electra King ou Paris Carver réussissent à modifier un petit peu son attitude. Dans le film et le livre Service secret de Sa Majesté, James Bond tombe pourtant amoureux et va jusqu'à se marier, mais son épouse Teresa Tracy DiVincenzo est tuée le jour de leurs noces par Irma Bunt, qui fait partie du Spectre, ça on en parlera après, et du coup un homme de main de son ennemi juré de Ernest Stavros Blofeld, excusez-moi, j'ai écorché son nom. Ce drame le poursuit plusieurs années. Des livres Bond à sa revanche dans le roman suivant, où on ne vit que 2 fois. Quand il a la chance, il retrouve Blofeld au Japon, tandis que les films rattrapent Blofeld dans Les Diamants sont éternels. Un résultat ambigu plus tard, dans le pré-générique Rien que pour vos yeux, Bond élimine Blofeld. Dans le livre où on ne vit que 2 fois, Bond a un enfant avec Kiss Suzuki, ça on savait pas ça, qui s'appelle selon le livre Personne. James Suzuki, le fils de James Bond, occupe également une place importante dans l'intrigue le spectre du passé, excusez-moi. Raymond Besson, nouvelle dans laquelle James Suzuki meurt. Pourquoi ça reste depuis 53 ans maintenant, ça fait 53 ans, c'est encore là. Du coup, c'est simple, comme ils ont fait le premier James Bond, c'était avec Sean Connery, qui a été sorti le 5 octobre 1962, donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont gardé cette date pour faire le fameux Global James Bond Day, parce que c'est la première fois où, en 1962, on voyait un film James Bond, et le film s'appelait James Bond contre Dr. No. Et du coup, dans cette période 1962, Sean Connery a enchaîné les films jusqu'à 1967, et du coup, après, ils ont essayé de le remplacer, parce que Sean Connery en avait marre du rôle de James Bond, il voulait arrêter. Il était un petit peu vieux aussi, il commençait à passer à autre chose, et du coup, ils avaient embauché Georges Lazenby en 1969, pour tout simplement faire au service de Sa Majesté, qui devait prendre la relève. À l'époque, Georges Lazenby avait 29 ans, il était un peu jeune, tu vois, et du coup, le film s'est ramassé la tronche, du coup, et du coup, ils ont fait un bid total, et du coup, ils ont réappelé forcément Monsieur Sean Connery pour refaire un James Bond en 1971, et du coup, après, en 1973, enfin, après plusieurs refus, Roger Moore accepte enfin de devenir James Bond, car il était engagé, parce qu'à la base, c'était Roger Moore qui devait prendre la relève de Sean Connery au moment de Service de Sa Majesté, mais Roger Moore était engagé sur la série Amicalement Vôtre, du coup, que tout le monde a connu à cette époque-là. Du coup, il était engagé, il devait terminer la série avant de se lancer dans de nouvelles aventures. Donc, à partir de 1973, arrive Monsieur Roger Moore. Et du coup, c'est lui qui a le record de films faits par un acteur qui s'appelle, bien sûr, Roger Moore. Il en a fait 7 au total, c'est énorme. Et une nouvelle tentative en 83 qui sortait toujours les films de Roger Moore, Sean Connery décide de refaire un James Bond qui ne fait pas partie de la James Bond verse, tout simplement, parce que c'était pas lui James Bond, c'était devenu Roger Moore, tout simplement. Et du coup, ils ont quand même sorti 2 films James Bond. Il y en a un qui a été carrément banni, ils ont dit hey, casse-toi, on en veut pas de toi. Mais il a quand même sorti, donc du coup il fait partie de l'univers, mais sauf que c'est pas l'acteur qui était choisi par les producteurs, qui étaient à l'époque Albert Broccoli, je crois, ou un truc comme ça, enfin bref. Et du coup il a été un peu banni ce film-là, jamais plus jamais, par Sean Connery, et Roger Moore a continué jusqu'en 1985, hein, c'est énorme quand même. Hein. Donc Roger Moore est arrivé en 1973, et a continué à faire des films James Bond jusqu'à 1985, c'est énorme en longévité. Et du coup, c'était sous le Global Eon, le label Léon, que tous les films sont sortis de James Bond. À partir de 1987, un nouvel acteur arrive, Timothy Dalton, qui devait aussi déjà être remplacé par Pierce Brosnan à l'époque, en 1987, mais
Pareil que Roger Moore, en fait, il était engagé sur la série et les enquêtes de Remington Steele. Donc du coup, James Bond, Pierce Brosnan ne verra pas le jour tout de suite, donc il a refusé. Et du coup, Timothy Dalton a fait en 87 et 89 deux films de James Bond qui est plus proche de l'esprit des romans, avec un James Bond un peu sauvage, un peu tueur. Du coup, malheureusement, ces films n'ont pas été appréciés par les fans de James Bond. Donc c'est en 95 que Mr. Pierce Brosnan arrive avec un livre qui n'avait jamais été adapté au cinéma jusqu'à présent. C'était bien sûr GoldenEye, avec la super chanson de Tina Turner que tout le monde a reconnu. Donc après 95, le nouveau James Bond arrive avec Pierce Brosnan, une nouvelle génération. Et là, du coup, Pierce Brosnan, c'est vraiment la grande classe. Franchement, c'est un des James Bond que je préfère avec Sean Connery. Sean Connery restera pour moi les originaux. C'était forcément James Bond de base. On commence avec lui. Et Pierce Brosnan a amené une autre amplitude, un vent frais qui avait vraiment besoin depuis Roger Moore, parce que l'ère de Roger Moore, malheureusement, elle était kitsch à souhait. Bon, après, c'était l'époque, hein. James Bond était pas très intéressant. Il était... voilà quoi, était dans la mode de nos jours, hein. Et en fait ils adaptent les comment dirais-je, les films James Bond à la mode, à l'époque où ça vit, pour être plus moderne au maximum. Et du coup l'époque Roger Moore, c'est vraiment l'époque disco, voilà, peace and love, enfin bref, kitsch à souhait. Et du coup après en 87, quand Timothy Dalton arrivait, ils essayaient de faire des films un peu d'action, plus centrés action qu'autre chose. Ça n'a pas forcément marché, et du coup, 95, on revient un petit peu au James Bond, ce quoi doit être, de l'humour, de l'action, et puis Pierce Brosnan a apporté cette touche d'humanité qu'il n'y avait pas dans les autres James Bond, où les femmes les respectaient, il était un gentleman, enfin bref. Donc du coup, Pierce Brosnan est resté jusqu'en 2002, avec... le dernier qui s'appelait Die Another Day, enfin Meurt un autre jour, pour ceux qui connaissent, et du coup qui était en actrice principale Pierce Brosnan et Halle Berry, yeah. Et du coup pareil, normalement il y avait un 5e film qui était prévu du coup, et Pierce Brosnan en avait un peu marre de cette casquette de James Bond, il voulait passer à autre chose. Du coup, entre-temps, ils avaient récupéré les droits du premier film Casino Royale en 2006, là, du coup, 2005, et du coup, ils ont dit, non, c'est le moment de rebooter. Et du coup, en 2005-2006, les producteurs de James Bond, qui étaient à l'époque encore la famille Broccoli, et bien sûr tous les je crois que c'est Paramount, je crois, les producteurs de James Bond ou Sony, et du coup ils ont décidé de rebooter la série James Bond et revenir aux origines avec Casino Royale, et bien sûr celui-là que vous connaissez maintenant depuis quelques années, l'acteur qui était Daniel Craig. Donc au début cet acteur a été vraiment, comment dirais-je, pas respecté du tout, ils l'ont insulté, ils ont dit que ce mec-là n'était c'était un massacre total, enfin bref, tous les fans de James Bond ont détesté l'annonce de Daniel Craig en nouveau James Bond, alors que je vois pas l'intérêt, à partir du moment où l'acteur est bon, voilà quoi. Et puis en plus, ils ont fait une erreur, Roger Moore était déjà blond à la base, donc voilà, pourquoi tu casses la tête avec un mec qui est blond alors que c'est un anglais, donc s'il est blond aux yeux bleus, c'est pas trop grave en soi. Enfin bref. Du coup, première photo arrive de James Bond, Daniel Craig, en maillot de bain, et là tout le monde a été d'accord, a dit ouais c'est bon, c'est lui, c'est un grand James Bond, ça va être un truc de ouf les gars, ça va être un truc de ouf. Et du coup voilà, Casino Royale fait un carton total de ouf. En plus, ce qui était intéressant, la petite anecdote, la petite Ciné Sensei info, et ouais, maintenant on est hors série maintenant, c'est qu'à l'époque, en 1995, quand Pierce Brosnan prend le rôle de James Bond et fait GoldenEye, le réalisateur était Martin Campbell, qui avait fait bien sûr Le Masque de Zorro et La Légende de Zorro, maintenant tout le monde connaît, et du coup c'est le réalisateur qui a réalisé GoldenEye, qui est de nouveau embauché pour relancer un nouveau James Bond. Comme ça avait fonctionné avec GoldenEye, ils ont dit Martin Campbell, on te donne les clés de Casino Royale, à toi de nous lancer le nouveau James Bond. Et Daniel Craig dans Casino Royale, c'est juste un des meilleurs James Bond après, qui a été fait par la suite. Et du coup, Daniel Craig, l'ère Daniel Craig est partie. Et après, vous connaissez la suite, hein. En 2009, vous avez eu Quantum of Solace. En 2012, vous avez eu le Skyfall, qui a été un succès de malade, qui a battu tous les records. D'ailleurs, c'est le premier James Bond à faire 1 million d'entrées, je crois, un truc comme ça. Donc, du coup, succès de psychopathe, Skyfall, avec la chanson d'Adele. Bon, après, les musiques de James Bond ont toujours été géniales, hein, mais c'est vrai que même là, pour le coup, Adele a récupéré une récompense avec Skyfall. Et après, en 2018, je crois,
ou 2017, je crois, nous avons Spectre qui arrive. Non, c'est 2015, excusez-moi, je me trompe. 2015 sort Spectre, parce que 2009 c'était Quantum of Solace et 2012 Skyfall. Donc 2015 sort Spectre, qui est fait par le même réalisateur. C'est la première fois qu'un réalisateur est réembauché pour faire une suite. Ça avait été fait déjà à l'époque des tout premiers James Bond, donc on l'avait jamais revu jusqu'à présent. Et du coup, Spectre, malheureusement, a moins de succès que Skyfall, du coup. Spectre, malheureusement, ne marchera pas autant. Bon, si, il fonctionnera au cinéma à la sortie, etc. Et du coup, changement de réalisateur, la pandémie Covid, et du coup, là, on apprend que Daniel Craig, qui en avait ras-le-bol de James Bond, revient pour une dernière mission qui s'appellera « Mourir peut attendre ». Voilà, tout simplement. C'est-à-dire, ça rappelle pas quelque chose, Pierce Brosnan meurt un autre jour, et là, mourir peut attendre. On dirait que ça devient une tradition chez les James Bond, à chaque fois qu'un acteur s'en va, il y a un mot mourir dans le film. C'est intéressant. De toute façon, dans les films James Bond, il y a toujours une phrase un peu emblématique, genre le monde ne suffit pas, demain ne meurt jamais, enfin GoldenEye, Goldfinger, l'homme au pistolet d'or, enfin bref, Octopussy, en fait. Ça a toujours été des titres qui vous parlent direct, quoi, en fait. Donc c'était les titres des bouquins, certains, mais après, quand ils ont arrêté de suivre les bouquins, et ben ils ont vraiment trouvé des titres qui parlent, en fait. C'est vraiment génial. Et maintenant, on va passer aux voitures. Comment tu peux pas parler de James Bond sans parler des voitures? À chaque fois, les voitures sont vraiment une tuerie monumentale. En général, c'est des prototypes qui sont même pas encore au cinéma, qui sont même pas à la vente encore. Donc du coup, au début, ils avaient un contrat avec Aston Martin, du coup, et du coup, à chaque fois que un nouveau film James Bond sortait, il y avait une nouvelle Aston Martin présentée. Et après, au fur et à mesure des époques et des acteurs qui ont changé, les voitures ont changé. Vous avez eu des accords avec Ford, avec BMW, vous avez Mitsubishi, je crois, ou Toyota, je crois. Enfin bref, chaque voiture se bat pour être dans un film James Bond, quoi, c'est ouf. Ils offrent même des chèques pour les films pour que leur voiture apparaisse dans les James Bond. Sans compter les costards, comme la montre de James Bond, c'est toujours les montres, c'est genre, je crois que c'est pendant un moment ça a été Festina, mais aussi c'était Rolex. Rolex et Festina se sont battus pour faire apparaître dans les films James Bond, comme les costards sur mesure de James Bond, comme les James Bond Girls à chaque fois qu'ils ont des tenues sur mesure de chez des grands créateurs de mode. Et du coup, c'est devenu une tradition à chaque fois qu'un film James Bond sort, tous les trucs de ouf arrivent, quoi. Et du coup, voilà, les voitures, ça a été Aston Martin, BMW, et là, depuis l'ère Daniel Craig, je crois que ça a été beaucoup Pierce Brosnan qui a été l'ère de BMW, et depuis l'ère Daniel Craig, c'est revenu à Aston Martin, avec la fameuse DB5, ou la DBS, ou la DB Super, enfin la DBS Turbo, enfin bref, voilà, on est revenu à la base James Bond en Aston Martin, avec un petit clin d'œil avec l'Aston Martin qui était sorti en 1962, qui est devenue la voiture de James Bond. Donc, les différents méchants cultes de James Bond, nous avons bien sûr le Spectre, que je vous ai parlé très peu dans la vidéo, mais il n'y a pas que le Spectre, vous avez aussi le requin, vous avez aussi, comment il s'appelle, l'homme avec son chapeau, là, qui coupe des têtes. En fait, tous les films James Bond ont toujours un méchant emblématique qui, soit a un handicap, soit ou une cicatrice, ou un truc vraiment qui vous parle pour dire que lui c'est un méchant, quoi. C'est un truc traditionnel dans les James Bond, c'est que le vilain a toujours une balafre ou un problème pour vous dire lui, ce mec là c'est le vilain. Vous avez dans l'époque Pierce Brosnan un mec qui avait une balle dans la tête qui n'avait plus aucune douleur, enfin dans Die Another Day. Enfin bref, à chaque fois c'est, ou soit le mec avec des diamants sur la tronche. Chaque fois, c'est parce qu'ils ont des défauts physiques, en fait, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Dr No avait des mains en métal, enfin bref, voilà, c'est ça qui avait fait la différence dans les James Bond, c'est qu'à chaque fois, vous avez James Bond qui est top, costard sur mesure, enfin bref, la classe internationale, l'humour anglais, avec sa petite boisson, parce que forcément, les boissons de James Bond sont aussi cultes que lui, et du coup, le méchant qui a un défaut mental, ou une super intelligence, ou des balafres, enfin bref, voilà. Voilà pour différencier les vilains. Donc les James Bond Girls, on peut en parler très rapidement. Bon, à chaque fois ils choisissent soit un top modèle, un mannequin, une actrice qu'à la cote. Par exemple, nous avons dans l'époque Pierce Brosnan, nous avons eu Terry Hatcher, nous avons Michelle Yeoh, qui était à l'époque des actrices qui cartonnaient. Nous avavons eu Sophie Marceau, nous avons eu Halle Berry. Enfin bref.
Voilà, à chaque fois, il y a une actrice qui est révélée pour jouer James Bond ou une actrice qui a la cote. Et depuis l'ère Daniel Craig, en fait, on a l'habitude maintenant d'avoir des actrices françaises qui font partie des James Bond. Nous avons eu Eva Green, nous avons eu comment s'appelle l'autre, je crois que c'est j'ai un son dans la bouche. C'est pas Léa Seydoux là, la nouvelle là, c'est Léa Seydoux. Enfin bref, à chaque fois où ils choisissent une actrice française pour bien sûr interpréter la James Bond girl. Et bien des fois ils sont tapent 2, 3 et des fois 4, 5, des fois même c'est tellement. En fait James Bond, il y a tellement de James Bond girl qu'après vous les retenez pas des masses en fait malheureusement. Il y a que depuis l'ère Pierce Brosnan, elles ont un rôle un peu plus important et elles jouent dans la trame, sinon ça sert à rien. Avant c'était juste les parties de l'ère de James Bond quoi, ouais je crois que c'est ça. Et ouais, il y a vraiment depuis l'ère Pierce Brosnan où les femmes ont vraiment un rôle important. Et du coup, voilà quoi, ça vous permet de découvrir des James Bond girls jusqu'à toujours et pour toujours. Donc maintenant je vais vous faire un petit bilan de tous les films James Bond, enfin les époques. Donc moi comme je vous ai dit, mon période préférée, ça restera forcément l'ère Sean Connery, qui est pour moi une des premières que moi j'ai vu les James Bond, j'étais tout petit, donc ça me permettait de découvrir l'univers James Bond. Après les Roger Moore, bon bah on les regardait, mais c'était pas des trucs de ouf. Hein. George Lazenby, il était nul à chier. Bon, Timothy Dalton aussi, c'est pareil, c'était pas ouf. C'est pour ça qu'ils sont pas restés d'ailleurs. Et après, bon, moi j'ai vraiment kiffé, c'était l'époque Pierce Brosnan, où vraiment là en 95, nous avons des films qui nous parlaient plus, parce que nous c'était plus notre génération à cette époque-là. Et du coup après en 2006, là, moi j'étais déjà jeune homme, enfin j'étais adulte, et du coup là, on a un nouveau James Bond qui nous parle plus encore, qui est encore plus moderne et badass. Franchement pour moi, Daniel Craig restera même un des meilleurs James Bond, c'est pas pour moi le meilleur, mais pourquoi il y en a plein qui disent que c'est lui le meilleur. Je suis pas forcément d'accord, moi je suis d'accord que pour dire que c'est un très très bon acteur. Il a très bien fait le taf pour être le James Bond moderne. De toute façon il y avait besoin de ça, il y avait besoin de rafraîchir. On était dans une époque où il y avait Jason Bourne, où il y avait Ethan Hunt en Mission Impossible. On avait besoin d'un James Bond badass qui se débrouille, sans gadget, sans rien, enfin il y avait besoin, parce que les gadgets, on en a pas parlé, mais les gadgets ont tous été extravagants. Au début de Sean Connery, on avait très peu, c'était un fusil, c'était les voitures, c'était une mallette, et après Roger Moore, c'était du grand n'importe quoi, la voiture sous l'eau, l'avion qui se plie, l'alligator, enfin bref, les gadgets, on en avait à floraison. Même Pierce Brosnan, hein, on a eu des sketchs avec la voiture invisible, la voiture qui se pilote tout seul, enfin bref, c'est drôle, mais c'est vrai que bon, il y en avait trop, et le fait d'avoir Daniel Craig qui revient à la base sur un mode Survivor, et c'était vachement bien, ça nous en avait vraiment besoin. Et après par la suite en 2012 ils nous ont remis les côtés gadgets, parce que ça fait la marque James Bond hein, forcément, le stylo qui balance des lasers, enfin bref, voilà, il nous faut un petit côté James Bond, un petit côté gadget, c'est ça qui fait son petit effet. Et voilà, je pense que même sans gadgets, franchement, ça reste une magnifique licence avec des super films. Donc j'ai hâte de voir Mourir peut attendre. Je vais la voir en avant-première. J'ai hâte de vous faire la critique, donc à très bientôt pour une prochaine mission. Ça sera sur les mangas, comme je vous ai dit. Est-ce qu'on doit faire des films sur les mangas en live? Voilà, pour moi ça s'arrête là. Allez, je vous souhaite une bonne journée et surtout, gardez le fan spirit en vous. Ciao!